Donc, bienvenue à cette nouvelle mensuelle de janvier avec aujourd'hui Marie-Pia Bureau, Céline Schall et Herman Lougan qui vont chacun se présenter les uns après les autres pour ensuite nous parler de coprog. Alors, comment on fait? Marie-Pia, est-ce que tu veux bien commencer à te présenter? Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Marie-Pia Bureau et je suis directrice d'un organisme qui s'appelle l'ONDA et qui n'est pas une petite moto mais l'Office national de diffusion artistique. Voilà. Je, je laisse tout le monde se présenter et puis on parle après, c'est ça, Oui, hein? oui, oui, oui. Céline, qui es-tu? Bonjour et merci de m'accueillir. Je suis donc Céline, je suis chercheuse à l'Université du Luxembourg et je suis spécialisée dans l'étude de la médiation et des publics de la culture, mais je réalise en ce moment des recherches sur la transition culturelle, la transition du secteur culturel, pardon. Je te laisse te présenter, Arman aussi. Oui, et ben, du coup, moi je suis éco-conseiller, je travaille sur des projets et j'accompagne des structures et je fais de la formation professionnelle, je fais plein de choses autour de la question de la transition écologique du secteur du spectacle vivant, en particulier, mais de la culture plus généralement. Et on a un tout petit peu préparé cette présentation. Je me souviens plus dans quel ordre on démarre. C'est toi qui démarres, Herman. Il faut que je te mette comme présentateur. C'est ça? Ou c'est C'est Céline? Céline qui va démarrer. Ah, c'est Céline. D'accord. Oui, Alors, c'est moi qui je démarre. vais. Ah d'accord. Enfin, c'est comme tu veux, hein, je peux faire une introduction, mais Comme tu on veux. est vachement bien organisé, c'est ça qui est bien. Ah oui, oui, c'est. On a beaucoup répété. Ouais, non, je préférerais que tu présentes l'outil avant, en fait, si ça te dérange pas. Tu veux que je présente tout l'outil, que je montre comment ça fonctionne, et toi tu parles de la recherche après? D'accord, ok. Ouais, je pense. Comme ça, j'adapte si je fais plus court comme ça. Ok. Oui, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'en fait je suis dans un auditorium du conservatoire de Strasbourg et je ne suis pas sûr que l'acoustique soit terrible. Donc Coprog, c'est un outil, juste pour donner l'historique de comment on est venu là. En fait, l'année dernière, en 2021-2022, j'avais initié au niveau européen une initiative qui s'appelle Where to Land, dont j'avais eu l'occasion de parler dans une mensuelle il y a quelques mois déjà, et avec des professionnels européens qui se sont réunis pour penser des engagements et des plans d'action sur cette question de la redirection écologique du spectacle vivant. Et parmi les idées qui sont nées à ce moment-là, il y a cette idée qu'il serait utile d'avoir un outil pour les programmateurs, pour leur permettre, programmateurs, programmatrices, pour leur permettre de partager des intentions de programmation le plus tôt possible, le plus en amont possible, pour arriver à monter des tournées d'artistes qui soient cohérentes dans le temps et dans l'espace pour diminuer l'impact de ces mobilités artistiques. Et c'est ainsi que le projet est né et que on en est arrivé assez rapidement à discuter avec différents partenaires européens et en particulier l'ONDA, qui, Marie-Pia expliquera aussi tout à l'heure quel sens ça prend pour l'ONDA, qui a décidé de soutenir le projet, de le porter, et c'est aujourd'hui un projet effectivement qui a été développé. C'est une plateforme que je vais vous présenter tout de suite et qui aujourd'hui est porté, animé, modéré par l'ONDA. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Donc ici, vous arrivez sur la page d'accueil de Coprog, qui est donc un outil euh, qui, comme son nom l'indique et comme son sous-titre l'indique, qui sert à coordonner la programmation artistique dans le nouveau régime climatique, qui s'adresse à des professionnels aujourd'hui du spectacle vivant, au sens où l'entend l'ONDA, donc théâtre, danse, cirque, théâtre d'objets, etc. Il en existe une version anglaise, vous pouvez passer du français à l'anglais indifféremment. Et voilà. Sur cette page d'accueil, la landing page, je vais vous un peu la présenter, pour ça vous verrez ce qu'est l'idée qui est celle de Coprog. L'idée, c'est de pouvoir ajouter des projets, rechercher des collègues pour partager des projets, co-programmer et choisir le niveau de transparence. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure.
Ici, on aura une métrique qui pour l'instant n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas encore de tournée qui soit aboutie, mais une fois qu'on aura des tournées abouties, on a un calculateur qui permet de voir en gros les kilomètres évités, la manière dont on a réduit la demande de mobilité grâce à l'outil. Et vous avez ici quelques statistiques qui nous disent qu'aujourd'hui, il y a plus de 500, le site est en ligne depuis le début octobre, il y a 514 programmatrices de 6 pays, l'essentiel étant en France, mais on a des gens en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, je crois, oui, 5 pays. Alors, qu'est-ce que c'est CoProg? C'est une plateforme conçue comme un bien commun et open source, c'est-à-dire que ici en bas, vous trouverez le code. Si quelqu'un a envie de s'en saisir et de développer l'outil ou de l'adapter dans un autre cadre, c'est possible. C'est un outil open source qui doit permettre aux programmateurs de partager et d'identifier des projets convergents pour réaliser des tournées cohérentes temporellement et géographiquement, dans le but de limiter l'empreinte écologique du spectacle vivant. Les utilisateurs, une fois qu'ils vont s'inscrire, en fait, ils souscrivent à une charte des valeurs qui est également accessible ici. C'est le manifeste de CoProg qui est résumé ici. On reprend, on demande aux gens de s'engager quand ils deviennent utilisateurs à œuvrer avec nous pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour rester en aux recommandations du GIEC et à l'accord de Paris, le fait que le secteur culturel a son rôle à jouer, qu'il s'agit de ralentir, territorialiser, coordonner comme maître mot de la transition, et que on reconnaît aussi que ça ne se passe pas que à l'échelle de la RSE, RSO des entreprises, mais qu'il y a des questions de réorganisation du secteur, donc de coordination. On a fait aussi un travail sur les valeurs, sur les choses qui nous tiennent à cœur. Ce qui nous tient à cœur, c'est aussi la richesse et la diversité de la création artistique et l'échange interculturel. Mais pour qu'on puisse maintenir ces échanges-là dans le monde de demain, il faut qu'on revoie assez profondément la manière dont on conçoit les conditions de la mobilité régionale, nationale et internationale des artistes. Voilà. Donc, une fois qu'on est sur cette landing page, il y a des gens qui peuvent avoir envie de s'inscrire. Alors, quand on s'inscrit, on a un petit préambule qui nous rappelle que pour l'instant, le site qui peut se déployer à l'échelle du monde entier, pour l'instant, pour des raisons de gestion, est ouvert sur les 5 pays que j'ai cités tout à l'heure, qui a vocation à s'élargir. Ici, on nous demande, qu'on nous demande des éléments, on nous demande de mettre le nom, prénom, le nom de l'institution pour laquelle on travaille, on nous demande d'accepter les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité, le manifeste de CoProg. Tac, ok. Et ensuite, on nous demande de mettre une adresse. Alors ça, c'est important parce que, en fait, dans le site, il y a une localisation du programmateur, de la programmatrice. Bon, je ne sais pas, je vais choisir cette adresse-là. Et ensuite, on nous demande de choisir un mode de transparence, c'est-à-dire que quand on sera sur la plateforme, les projets qu'on va partager, on va les partager automatiquement dans un cercle de 200 km autour de nous. L'idée étant de réussir à créer des coopérations territoriales. Mais on peut aussi choisir d'aller au-delà et de partager les choses avec tous les utilisateurs de la plateforme qui auront choisi cette transparence partagée, cette transparence, cette même option. Donc, il y a toujours une logique de réciprocité comme ça. Et puis, dans tous les cas, on va aussi pouvoir se connecter avec des gens qui sont en dehors du cercle de 200 km. Je me permets juste, il y a un bruit de fond. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est ouvert. Bon. Donc, voilà, on va pouvoir voilà, se connecter avec des gens qui sont au-delà du cercle de 200 km pour pouvoir là aussi se connecter dans une logique de réseaux nationaux, européens, internationaux, avec des gens avec lesquels on veut partager des informations pour monter des tournées. Et ensuite, on peut indiquer, par défaut, on peut toujours être contacté par mail, mais si on veut être
contacter par téléphone ou si on a un grand utilisateur de WhatsApp ou je ne sais pas quoi, on peut indiquer ces éléments ici. Ensuite, on valide son inscription, ce que je ne vais pas faire ici. Et là, il y a un processus de modération qui est fait par l'ONDA. Donc, il y a quelqu'un à l'ONDA qui vérifie que la personne qui s'inscrit est bien localisée à l'endroit où elle dit qu'elle est localisée et qu'elle a bien une fonction de programmation, puisque c'est une plateforme qui est ouverte aux gens qui font de la programmation pour qu'ils partagent en confiance entre eux des idées. Sachant que, évidemment, déjà, cette notion de transparence entre programmateurs, elle est loin d'être évidente. Alors, je vais ensuite, je vais arrêter le partage et je vais partager un autre onglet qui, en fait, je vais vous partager une vision d'un site qui est un site miroir de celui qui est effectivement en ligne, mais dans lequel toutes les données que vous verrez ne sont en fait des données fictive, c'est-à-dire que ça correspond à aucune réalité, parce que je ne peux pas vous partager, surtout que cette vidéo sera sur YouTube, je ne peux pas vous partager les contenus du site et qui sont des contenus partagés par des vrais programmateurs avec des vrais projets. Donc là, ce que je vais vous montrer à partir de maintenant est en fait l'intérieur du site. Alors, est-ce que c'est ça que je... Voilà. Donc, une fois que vous êtes inscrit et que vous rentrez dans l'intérieur du site, et ici, vous avez une page d'accueil à l'intérieur du site où on vous accueille, les nouveaux utilisateurs sont invités à faire un certain nombre de choses, à s'approprier la plateforme, donc ils peuvent partager 3 projets, rejoindre des projets déjà partagés sur la plateforme et également inviter des collègues puisqu'on on espère que la plateforme va grandir comme ça de manière itérative avec voilà, ici vous avez un petit bonhomme en haut sur lequel vous pouvez cliquer. Là, vous pouvez ajouter des adresses mail de collègues sur votre territoire et ces collègues reçoivent un mail d'invitation pour rejoindre la plateforme. Ensuite, assez simplement, il y a une double entrée sur le site, soit par les projets, soit par la communauté des coprogrammatrices. Alors, si on rentre par la communauté, on a en fait une carte. Donc ici, tout ce que je vous donne ne correspond pas à la réalité. Mais autour de moi, alors là, ici, je suis localisé quelque part à Lille, je vois ce cercle de 200 km et en zoomant sur la carte, un peu comme sur Airbnb ou autre, je vais avoir accès, je vais voir qui sont les usagers autour de moi. Et soit par la carte, soit en faisant une recherche. Je sais pas, je vais aller ici, Hardier, ah bah oui, Audrey Hardier, elle est là. Et la Rose des Vents, c'est à côté de chez moi. Et je vois le profil de cette programmatrice, directrice de la Rose des Vents, et je vois les projets sur lesquels elle s'est positionnée, soit parce qu'elle a partagé les projets, soit parce qu'elle les a rejoints, elle est intéressée par ces projets. Je peux faire aussi une recherche avec des filtres, en cherchant les gens près de chez moi. Je peux chercher, je peux me limiter aux followers. Alors les followers, ce sont les gens dont je suis l'activité. Je peux, sur chacun des projets, des partenaires, je peux dire qui sont les gens que j'ai particulièrement envie de suivre en les suivant ici. Voilà, donc ça c'est l'entrée par la communauté. Je passe un peu vite là-dessus pour ne pas prendre trop de temps. Puis après, il y a l'entrée par les projets. Et donc ici, je vois les projets qui sont partagés sur la plateforme. Et là, je peux aussi naviguer. On voit, d'ailleurs, on voit ici, en passant sur ces projets, ici on a ce projet de Justine Lequette et sur la carte à droite, on voit la circulation telle qu'elle est pour l'instant imaginée. On voit que c'est pas très rationnel, que probablement on pourrait organiser la tournée autrement pour que la distance parcourue soit plus courte. Donc après, je peux cliquer sur ce projet et donc là j'ai à nouveau cette carte et je vois ici l'agenda, le calendrier de diffusion de ce projet. Ce qui est en orange, c'est moi-même, c'est comme utilisateur. Donc,
je vois ici en bas, je vois toutes les personnes qui se sont positionnées sur ce projet, avec les dates qu'elles ont placées soit en option, ça c'est en bleu, soit qui sont des dates confirmées. Confirmées, ça veut dire qu'il y a un mail de confirmation qui est parti au producteur du spectacle. Et voilà. Et ce qu'on imagine, ce qu'on espère, c'est qu'à un moment donné, ces 5 personnes qui sont intéressées par le projet vont se mettre en relation les unes avec les autres. Alors, par exemple, ici, c'est assez simple. Je peux copier toutes les adresses mail de ces personnes et je pourrais leur écrire un mail et leur proposer une vidéo pour leur dire hey, on est tous intéressés par ce projet, ce serait bien qu'on s'en parle pour essayer de mieux coordonner cette chose-là. Et à ce moment-là, ce qui serait malin aussi, c'est qu'on inclut le producteur du spectacle pour voir ce qui est effectivement faisable avec la production. Ça se passe sur la plateforme. Les relations B2B ne vont pas disparaître. Donc l'outil, c'est une aide au travail de programmation et de coopération, mais on est convaincu que de toute façon, oui, vous m'entendez pas? Allô? Vous ne m'entendez pas? Ah. Si, on t'entend très bien. Il y a juste eu des bruits parasites, mais tout va bien. Ok. Alors, oui, donc je reviens. Où en étais-je? Je suis ici. Donc, là, voilà, vous avez un projet. Et on voit comment on pourrait aller plus loin. Après, je peux aussi créer un nouveau projet. Alors, pour créer un nouveau projet, le choix qui a été fait, c'est que ce ne soit pas une usine à gaz, donc on n'ait pas trop de choses à renseigner pour créer un projet, parce qu'on s'est tous dit que si on avait un formulaire de 40 lignes à remplir, les programmateurs ne le feraient pas. Donc, ils vont mettre assez peu d'informations, en fait. Ils vont mettre des informations. Alors, normalement, c'est là que c'est un truc. Ah, voilà. Alors là, je rentre un projet. Il se trouve que ce projet existe déjà sur la plateforme. Donc, la plateforme m'alerte et me dit oula, avant de créer ce projet, peut-être faites la recherche de ce projet pour éventuellement vous y associer. Donc, je vais faire autre chose. Toc, 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 toc. Et ensuite, je peux choisir. Je peux taguer, donc je peux dire c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est de la musique actuelle, je sais pour quel public. Et ici, j'ai un champ libre où je peux mettre toutes les informations qui me semblent utiles pour motiver d'autres programmateurs, soit des liens vers des dossiers artistiques, vers des fiches techniques, vers plein d'autres choses. Et puis ensuite, je peux commencer à indiquer des dates qui pourraient m'intéresser. Donc ça, c'est mes dates. Et je pose plusieurs options parce que je ne sais pas quand exactement. Donc voilà, j'ai mis des options. Et ensuite, je vois tous les gens avec lesquels ce projet va être automatiquement partagé. Et voilà. Et ensuite, je peux aussi taguer de manière ciblée des gens dont je pense qui recevront une notification leur disant il y a quelqu'un qui a partagé, Herman Lugan a partagé ce projet, et il pense que ce serait particulièrement intéressant pour vous. Voilà, donc en fait, en fait, vous avez vu là, je vous ai fait un tour assez rapide, mais qui vous donne une idée de ce qu'est Coprog avec cette double entrée par la communauté et par les projets. Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, des filtres sur les projets. On peut évidemment aussi faire des recherches avec des filtres. Si je ne programme que de la danse, je vais filtrer, je vais mettre que de la danse. Si je travaille que sur la danse pour la petite enfance, il n'y a pas de projet. Alors, je vais mettre l'enfance. Ah, il y a un projet. Ah c'est un test. Ok. Donc, et je peux supprimer les filtres. Et puis, je peux aussi filtrer par date si je sais que je cherche un projet sur un mois précis ou une période précise. Ou alors, je cherche un projet qui passe pas de chez moi. Ça, c'est une fonction intéressante. C'est se dire, en fait, je cherche un projet qui passe à moins de 120 km de chez moi. Et voilà. Voilà pour la présentation de l'outil et peut-être je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Céline pour nous en dire un peu plus sur
sur à la fois le processus, la recherche préliminaire, formative. Je te passe la parole, Céline. Merci. Est-ce que c'est possible d'avoir le... Ouais, la main. Super. Hop, hop. Alors, je vais afficher le mode... je vais afficher mon PowerPoint sur pleine page. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est Moi, je ne parfait. vous vois plus, en fait. Ok, super. Donc, tout au début, quand il y a eu cette idée pendant le séminaire organisé par Herman, on s'est vite dit qu'il était intéressant de développer le projet, mais que on connaissait aussi tous des plateformes qui s'étaient plantées et des idées qui paraissent fantastiques, puis quand elles sont lancées, bah, ça marche pas forcément avec les acteurs IS ou les cibles de la plateforme. Et donc on s'est dit qu'il était important de développer cette plateforme, non pas pour des actrices, mais avec des actrices. Et on a voulu tout de suite faire des tests. Donc d'abord tester l'idée de départ, mais aussi tester les premières versions de Coprog. Et donc on a lancé ensemble une recherche-action, c'est-à-dire que donc une recherche-action, c'est quelque chose qui a pour objectif de transformer la réalité et de produire des connaissances. Donc il y a un enjeu pratique, c'est développer un outil qui soit le plus pertinent possible, qui réponde aux besoins effectifs des acteurs, parce que voilà, ça se peut, il était possible que les programmateuristes ne soient pas du tout séduites par cette idée, par exemple, qui tiennent compte aussi de leurs freins et de leurs craintes pour pouvoir éventuellement les lever. C'est-à-dire être bien conscient de ce qui pourrait bloquer dans l'utilisation de Coprog pour essayer de faire l'outil le plus pertinent possible. Et puis il y a un enjeu de recherche qui est de comprendre les nouvelles formes de coprogrammation ou programmation et leurs effets. Donc je vais aller très très rapidement pour pas... voilà, les résultats vont sortir cette année en tout cas. Je vais vous parler globalement de ce qui a été fait. Il y a eu 3 phases dans cette recherche. La première, c'était en amont de l'élaboration de Coprog. On a fait des entretiens non directifs et semi-directifs avec une quarantaine de personnes en France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, là où il y avait des partenaires financiers notamment. On s'est posé la question de quelles sont les représentations, les pratiques, les attentes, les freins des personnes qui sont chargées de la programmation, donc qu'on appelle programmateuristes. Et voilà, l'idée c'est est-ce que ça peut marcher? Et puis qui utiliserait Coprog? Qui va pas utiliser Coprog? Pourquoi? Quelles sont les phases de programmation? Comment ils travaillent? Avec quel outil? Est-ce que c'est pertinent de développer un outil numérique? Etc. etc. Donc voilà, on s'est posé toutes ces questions-là, donc on a posé ces questions-là à une quarantaine de personnes. Ensuite, on a développé une version 1 de Coprog, qui a été testé par à peu près 80 programmateuristes et puis aussi des artistes, des chargés de diffusion, qui sont passés notamment pendant le Festival d'Avignon, où on avait un petit appartement. C'est comme les appartements Ravioli, sauf que c'est des appartements évaluation. Donc on était tous devant des ordinateurs, et puis il y avait plein de personnes qui passaient devant les ordinateurs pour tester Coprog. Et puis vous allez voir tout à l'heure qu'on en a ressorti des informations pour une dernière version qui est celle qui a été mise en ligne que Herman vient de vous présenter. Et là, on est en train d'évaluer la version en ligne avec notamment Élise Chiasvatine. Et on se demande en fait quelles sont les pratiques effectives de Coprog, qu'est-ce qu'on voit qui émerge effectivement en ce moment, donc avec l'analyse des données du site, des focus group et puis des questionnaires. Alors, je vais aller assez vite. Donc, je voulais vous parler de la première phase de l'étude, donc qui était celle des pré-entretiens et des entretiens qu'on a réalisés. Donc, on a vu à peu près 37 personnes, à peu près 1 à 2 heures à chaque fois, plutôt 2 heures, parfois beaucoup plus. Voilà, on a discuté de comment les programmateuristes faisaient pour programmer, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière, quelles sont les valeurs, les représentations qu'ils mettent derrière. Et puis, est-ce qu'ils sont ouverts ou non à la coprogrammation? Comment ils se débrouillent pour faire de la coprogrammation en l'absence de coprog? Quels sont leurs réseaux, etc., etc.
On avait une volonté de diversité dans l'échantillon, donc il n'y a pas que des programmateuristes qui ont été interrogés, il y a aussi des chargés de diffusion, des artistes, des responsables politiques. Voilà, on a voulu être vraiment divers pour avoir plusieurs approches. On a retranscrit tout ça et on a fait une analyse thématique de l'ensemble, notamment avec Stéphane Gornikowski, qui a aussi fait quelques entretiens. Je vais pas revenir sur l'ensemble des résultats parce que voilà, corpus est énorme et puis il y a plein de choses qui émergent de ça. Mais voilà, ce qui nous paraît en tout cas, c'est que la programmation, c'est une activité qui est stable et semblable globalement semblable d'une activité à l'autre, qui est très très valorisée, c'est-à-dire que c'est vraiment le cœur du métier des personnes qui le pratiquent. C'est vraiment quelque chose qui est important et intéressant dans leur métier malgré des difficultés. Donc tous les programmateurs nous parlent de leur manque de temps, de leur trop plein de travail et de leur trop plein de propositions artistiques notamment, et de la difficulté qu'ils ont à faire face à ça. A priori, dans la programmation, ils n'ont pas besoin d'outils nouveaux, puisque d'ailleurs, ils revendiquent une liberté totale. Et donc, pour eux, la programmation, en tout cas pour ceux qu'on a rencontrés, la programmation n'est pas forcément une activité à rationaliser par un outil. D'ailleurs aussi, ils mettent en avant l'importance de l'humain et du réseau, c'est-à-dire que c'est très important de programmer et d'être ouvert à des réseaux qui sont formels, mais aussi à des réseaux informels. Ce qui peut mener évidemment à une sorte d'entre-soi. Bon, ça c'est quelque chose qui a été déjà décrit par la sociologie des arts du spectacle notamment. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et puis par contre, ce qu'on observe, c'est que vraiment ces personnes qu'on a rencontrées sont ouvertes au changement. On l'a vu pendant la crise de la Covid, en fait, ils ont commencé à changer, ils ont été obligés et contraints de changer leurs habitudes, mais ça les a aussi sensibilisés fortement à la crise environnementale. Et de tous ceux qu'on a rencontrés, ils sont très, très nombreux à avoir une très forte sensibilisation, alors qui dépasse largement des petits gestes de on va trier les déchets au théâtre, mais qui sont vraiment de l'ordre du changement de valeur. Alors ça, c'est une grosse partie de notre corpus. Alors on peut aussi l'expliquer par le fait que les gens qui ont répondu à l'entretien sont aussi des gens qui ont une forte sensibilisation, forcément. Donc ça, il faut évidemment l'avoir en tête. La coprogrammation, par contre, dans notre corpus, en tout cas, c'est une activité qui est assez courante, assez rarement pensée en amont. Elle repose sur beaucoup de réseaux, alors sauf au Luxembourg, mais on y reviendra plus tard, mais qui sont très valorisés. Voilà, mais on reproche entre guillemets à ces réseaux, parce qu'on ne le reproche pas vraiment, mais on nous dit que oui, les réseaux c'est bien, mais ça ne nous permet pas d'avoir un accès à toutes les propositions artistiques qui passent dans la région. C'est une pratique qui est plus ancrée dans certaines institutions que d'autres, évidemment. C'est ça qui nous intéressait, c'est de savoir quelles structures qui seront les plus susceptibles d'utiliser Coprog. Il nous semble, en tout cas a priori sur cette étude préalable qui est qualitative sur un petit échantillon de personnes, que c'est une pratique qui est plus ancrée au sein des petites structures, plutôt chez les femmes et plutôt chez les plus jeunes, mais ça il faudra le vérifier au niveau quantitatif, plutôt dans certains pays plutôt que d'autres, en France notamment, ça nous est apparu plus clairement qu'au Luxembourg, mais comme le disent Servigne et Chapelle, on coopère plus quand le contexte est plus difficile, et il est possible qu'au Luxembourg le contexte soit plus facile, notamment économiquement, et qu'on coopère moins avec le voisin. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir et valider. On coopère plus aussi dans certains secteurs que d'autres. Dans le secteur de la musique, ça paraît plus difficile. La clause d'exclusivité est remise en cause par à peu près une petite moitié de personnes de notre échantillon, mais clairement pas dans le secteur musical, par exemple. On s'aperçoit aussi que la sensibilisation écologique n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on a beau être très très convaincu qu'il faut tout changer, on n'est pas forcément pour autant plus ouvert à la coopération, même si ça joue, c'est pas suffisant. Certaines programmateuristes emploient d'autres méthodes que la coprogrammation.
Euh, Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a des difficultés pour savoir ce qui se passe dans le territoire et des difficultés pour s'organiser. C'est le frein le plus important à la coprogrammation. Et puis on observe des peurs, la peur de perdre des publics, hein, puisqu'on se considère en concurrence avec le voisin, évidemment. Enfin, je suis sûre que ça vous parle et que vous vous en doutez. On a peur de perdre sa liberté et son identité, mais ces peurs, elles sont quand même relativement minoritaires dans le corpus en tout cas, dans notre échantillon en tout cas. Donc, globalement, pour faire la synthèse de tout ça, il n'y a pas vraiment de pertinence pour la programmation, mais une pertinence de coprog pour la coprogrammation, ça nous paraît clair. On aurait 3 types de programmatrices. Un premier groupe qui serait formé d'un peu plus de la moitié de ceux qu'on a rencontrés, qui ont vraiment une nouvelle vision de la programmation et un engagement fort, un engagement écologique fort, mais aussi des valeurs qui sont vraiment des valeurs de coopération, de non-concurrence avec le voisin, on va y revenir. Et eux, ils sont vraiment en attente de coprog. Un peu moins de la moitié des personnes interrogées nous disent oui, coprog c'est intéressant, on a des pratiques de coprogrammation, mais ça sera intéressant seulement pour l'international. C'est-à-dire si moi je suis à Berlin, il y a quelque chose qui passe, un très gros groupe, une très grosse compagnie qui passe à Paris, là on va s'entendre pour faire venir les artistes, mais certainement pas dans le territoire, ou alors sous certaines conditions. Donc ces personnes-là sont ouvertes à coprog, semblent ouvertes à coprog, mais se posent encore des questions. Et puis il y a vraiment une petite minorité dans les gens qu'on a rencontrés, mais c'est toujours pareil, hein, les gens qui nous ont rencontrés sont peut-être plus susceptibles d'être ouverts à coprog. Bref, en tout cas, on a une petite minorité qui nous dit que voilà, la coprogrammation, c'est pas pour nous. On est en concurrence avec le voisin et il n'est pas possible que je puisse parler avant de dévoiler ma programmation de mes idées. Pour vous donner un exemple des entretiens qu'on a eus, par exemple dans le groupe 1, là, qui est vraiment ouvert à des coprogrammations, on voit des gens qui nous disent bah voilà, on fonctionne sans clause d'exclusivité, on est contre ça. Même quand on accueille de grands artistes, on ne cherche pas à limiter les contrats, au contraire, c'est génial qu'ils puissent avoir beaucoup de travail. Un autre nous dit ici, non, surtout pas, on ne fait pas de clause d'exclusivité, c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats et qui me hérisse le poil. Ça traduit une vision archaïque et compétitive du monde et du progrès et de la nouveauté. Et puis, il y a aussi des gens qui nous disent bah oui, pour la musique, la clause d'exclusivité concernant la programmation des artistes, elle permet une meilleure rentabilité, il est donc difficile de l'enlever. Voilà. Donc, c'est 3 types d'approches, ou globalement 3 types d'approches. On voit que le succès de l'outil coprog va dépendre d'un profond changement de paradigme et que la transition, c'est un nouveau levier pour renégocier des enjeux qui sont finalement anciens dans le secteur culturel, c'est-à-dire la relation aux artistes, la question des créations et de la diffusion. Hein, par exemple, au Luxembourg, la question de la création est vraiment très importante, de la nouveauté, et puis on va peut-être moins ancrer la diffusion. C'est une pratique qui de toute façon n'est pas assez répandue, la diffusion, mais voilà, au Luxembourg en tout cas spécifiquement, des enjeux de pouvoir entre les artistes et les lieux, l'évaluation du succès d'un lieu qui se mesure que par la fréquentation et qu'on a peur de perdre ses publics si on partage nos idées, l'idée de la concurrence des institutions mais aussi des artistes, des territoires. Et donc un outil, ça ne peut pas changer à lui seul les mentalités et les valeurs, mais par contre, ce qu'on pense vraiment en ayant cette aventure de coprog derrière nous, c'est que ça peut accompagner ce changement. Ça ne peut pas initier le changement, mais ça peut l'accompagner, et on voit dans les entretiens que le changement, il est en cours. En tout cas, c'est ce qu'on veut croire. Alors, à quoi ça nous a servi tout ça? Je vais passer un petit peu vite. Ça nous a servi, en fait, l'étude préalable à penser. Bon, l'outil en soi, il était déjà pensé assez rapidement, finalement. On voyait à peu près ce à quoi ça allait ressembler. Mais par exemple, la recherche par carte et par calendrier, c'est vraiment venu aussi en discutant avec les programmateuristes de la manière dont ils programment. La possibilité de reconstituer un réseau sur coprog, c'est aussi intéressant et c'est aussi venu
de tous nos échanges, parce que voilà, on s'aperçoit que les réseaux informels, c'est très très important. Donc sur Coprog, on a mis la possibilité de liker, de suivre des gens qu'on aime bien de l'autre côté de la France, par exemple, pour pouvoir comprendre ce qu'il va programmer après. Voilà, mais on a aussi fait des choses, enfin, on a aussi tenu à insérer des fonctions, par exemple, qui n'étaient pas demandées par les personnes. Donc, par exemple, voilà, on peut être suivi, on peut suivre, mais on ne visibilise pas la façon dont on est suivi pour ne pas renforcer le pouvoir de prescription de certaines personnes. Bon, c'est toutes des choses comme ça que ça nous a permis d'entretenir et de penser. Ensuite, les tests qu'on a fait, ça je vais aller très très vite, c'est qu'on a fait 80 tests une fois la version 1 construite, et en gros on a vu 147 bugs, problèmes de compréhension, etc. Et puis voilà, comme vous le voyez, on a fait ce petit tableau et qui nous montrait ce qu'on devait changer, ce qu'on devait, voilà, on doit changer les couleurs, on doit expliquer mieux ceci, mieux cela, etc. Et puis l'évaluation finale qui est en cours là, ça va être très très rapide parce que voilà, on est en train de le faire. Donc on n'a pas de résultats. Ce qu'on voit, c'est quand même des bons résultats quantitatifs des bons résultats quantitatifs. On commence à avoir des éléments sur les profils de ceux et celles qui utilisent. Et puis, dans les focus group, on voit des profils et des usages vraiment différenciés du site en fonction des enjeux des institutions. Il y en a qui l'utilisent vraiment pour l'émergence, d'autres qui l'utilisent pour des projets internationaux, certains qui mettent tous leurs projets dans Coprog, d'autres qui en mettent quelques-uns. Et puis, ils nous demandent des développements spécifiques, un besoin d'accompagnement, etc. Je vais aller très très rapidement parce que je vois que je dépasse. Donc on va continuer l'évaluation à venir et puis on va essayer de continuer la recherche dans différentes directions. D'abord, l'observation des usages réels à court, à moyen et à long terme, parce que Coprog, ça sera au long terme qu'il faudra l'évaluer. Les effets sur la mobilité des artistes, évidemment, mais aussi sur la mobilité des publics et les effets sur la diversité artistique. Voilà, c'est notre programme dans les années à venir. Et je passe la parole. Désolée d'avoir été un peu longue. Je passe la parole à Marie-Pierre, pardon. Ok, merci Céline. Alors, nous, Londa, donc on a participé un peu aux réflexions autour du développement de cette plateforme et on l'a porté, on l'a en partie financé et puis on va continuer à le développer. Coprog est un outil d'un des axes de travail de Londa qu'on a identifié comme prioritaire. Ce premier axe, c'est la notion de coopération. En fait, moi, je suis arrivée à Londa il y a presque 1 an et demi maintenant, motivée par le fait que en post-crise sanitaire, il y avait un constat partagé dans le métier d'une nécessité à transformer globalement les institutions pour répondre à des questions de transition écologique, mais aussi économique et sociétale, et que il y avait une forme de désarroi chez l'ensemble des professionnels sur la manière de s'y prendre. Et je me suis dit que le petit rouage qu'est Londa, dans le grand secteur culturel, pouvait être un outil aidant, soutenant de ces transformations dans l'idée de pouvoir susciter des mouvements collectifs. On a organisé des consultations de professionnels. Ça a confirmé à peu près nos hypothèses. Et puis là, on a écrit un nouveau programme. Londa apporte des soutiens financiers aux structures de diffusion. Et pour ces soutiens financiers, on a identifié 3 axes. La coopération,
la notion d'innovation, mais qui va d'une part en soutien aux œuvres numériques, ce qui est une définition un peu attendue de ce que peut être l'innovation, mais aussi aux expérimentations d'innovation sociale. Et en matière de culture, là, on a décidé d'élargir la notion de ce que pouvait être la diffusion, en se disant que ça pouvait être tous les types d'interactions qui existent entre une équipe artistique et des habitants d'un territoire, et d'encourager des formes de diffusion qui répondent aux besoins d'ancrage de durée longue réclamés par les équipes artistiques. Et puis notre troisième volet, c'est celui de l'équilibre des visibilités, en se disant que avec les deux premiers volets, il y a un vrai risque qui est un risque de concentration, à la fois de réduction des équipes qui tournent et à la fois de concentration des esthétiques, et qu'il fallait être proactif si on veut que des esthétiques qui peuvent paraître minoritaires puissent continuer à être visibles sur les scènes. Voilà. Donc, sur nos aides financières pour la coopération, c'est la seule aide restrictive qu'on a mis, qui est une condition sine qua non de la coopération pour apporter des aides aux structures de diffusion. En fait, le constat qui est fait, c'est que la notion d'organisation de tournée, sa responsabilité est souvent portée du côté des équipes artistiques et non pas du côté des lieux. En fait, on le voit très fréquemment dans nos demandes d'aide financière. Chaque lieu fait sa demande individuellement, et il arrive souvent qu'ils soient inscrits les uns les autres dans des tournées, mais qu'ils l'ignorent tout simplement, ils ne s'en sont pas souciés. Et ce qu'on veut là déjà, c'est qu'ils s'en soucient. Et Coprog, l'outil, va entièrement dans ce sens-là. Ce sens de la responsabilité des lieux à faire des tournées cohérentes en temps et en géographie pour les équipes artistiques. Voilà. Donc, alors, on s'aperçoit de plusieurs choses sur ces notions de coopération. C'est qu'en théorie, tout le monde est pour, mais à partir du moment où on a commencé à parler de nos nouvelles aides et de la condition sine qua non de la coopération, on a eu pas mal de réflexions du type « Ah, mais moi, la coopération, je suis pour, mais c'est mes voisins qui veulent jamais coopérer. » Et ça pose un peu des questions philosophiques aussi sur comment est comprise la coopération. C'est-à-dire, c'est pas seulement une addition des uns et des autres, ça suppose que parfois on puisse renoncer à la supériorité de son choix artistique sur le choix de quelqu'un d'autre, etc. Et là, on sent que ce sont des idées qui sont pas évidentes à faire avancer. En même temps, moi, la question que je me pose, alors là, c'est purement intuitif, j'ai pas du tout les assises de recherche qu'a Céline pour fonder ses points de vue, mais c'est quand même même dans les processus de recrutement des gens qui sont nommés à la direction des lieux, tous les projets sont rédigés dans le sens de valoriser des singularités. Et la notion de coopération va plutôt dans le sens de gommer certaines singularités ou certains exercices d'ego. Donc, c'est pas si évident. Donc, là, une des réflexions, c'est comment promouvoir dans nos réunions, puisque un des outils de l'ONDA, c'est de faire des réunions professionnelles et d'organiser des discussions, comment inverser une forme de système de valeurs, en fait, et valoriser justement la coopération plutôt que la singularité. Mais là, on est un peu dans des paradoxes à ce niveau-là. Il y a ça. Il y a
que c'est jamais facile, je pense, de renoncer à certaines habitudes et que on entend tout un tas de petits freins à cette coopération qui nous sont nommés aussi. Alors ce que j'appelle des petits freins, c'est oui, oui, c'est mieux de se mettre dans des tournées raisonnées, mais en même temps, pour l'équipe de comédiens, c'est peut-être plus simple de rentrer chez eux entre deux et de pas enchaîner les dates. Enfin, voilà, il y a tout un tas de cailloux sur la route comme ça. Euh, alors je ne sais pas si c'est parce que on approche du moment où les gens vont pouvoir déposer leur dossier d'aide suivant ces nouvelles aides et cette condition de la coopération. Mais là, en ce moment, c'est 10 appels par jour ou demandes de rendez-vous que j'ai pour me parler du problème singulier de un tel ou une telle qui ne peut pas coopérer. Alors, parce qu'il est en territoire trop rural. Donc, dans ces cas-là, on explique que nous, pour l'attribution de nos aides, on n'a pas mis d'échelle précise en disant c'est vraiment la notion de cohérence géographique. Donc d'accord, vous êtes peut-être isolé dans un rayon de 300 km, mais il y a forcément quelqu'un à 300 km de chez vous quand même. Et on doit pouvoir trouver des formes de coopération. Il y a ça, il y a les temporalités, il y a les esthétiques émergentes qu'on va faire couler si on oblige à mettre des partenaires pour les soutenir, parce que même une date isolée, c'est difficile. Bref, tout ça pour dire que là, on en est au moment où s'exprime une forme à la fois oui, il faut y aller et on sent qu'il faut changer, et en même temps, je vais pas plonger tout de suite parce que j'ai plein de bonnes raisons pour le faire. Alors après aussi, Céline a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses moi qui me passionnent, donc voilà, je veux pas trop en dire. Peut-être j'avais juste envie de rajouter une remarque sur cette chose-là. C'est que tout ce qui est de l'ordre des transitions est arrivé dans un premier temps, en tout cas, au secteur culturel sous forme de menace. Si je fais un parallèle avec une autre forme de transformation qu'amène la notion des droits culturels, qui n'a pas forcément à voir avec la coprogrammation, mais qui a à voir aussi avec d'autres formes de coopération et de lâcher prise que ça suppose. Ça a beaucoup été entendu, et parfois à raison, par les artistes comme une menace à la singularité du geste artistique, par exemple, voire à la légitimité de ce geste, en fait, tout simplement. Donc le choix qu'on fait pour le moment, c'est, à part cette petite conditionnalité qu'on met, c'est d'être encourageant pour la coopération et de se dire que, allez, il faut pousser les gens à aller vers Coprog, à essayer encore, essayer mieux, et pas trop mettre d'éco-conditionnalité d'une manière que ce soit. Mais au bout d'un moment, s'il y a toujours autant de freins exprimés, la question va se poser quand même de, de comment on fait avancer tout le monde avec une forme d'obligation à saisir des outils et à changer ses manières de travailler. Voilà, je vais m'arrêter là. Eh ben, merci beaucoup. C'est déjà, en fait, on aimerait pouvoir en parler pendant des heures parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur tous ces sujets. Mais on avait dit qu'on essaierait d'arrêter à 21h. Est-ce que ça va à chacun de vous si on déborde un petit peu et qu'on dit qu'on va jusqu'à 21h15? Ouais.
parce que faut quand même qu'on ait l'occasion de pouvoir échanger, hein. Et du coup, ceux qui souhaitent intervenir, poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce que déjà dans le chat, il y a eu des questions? Je ne suis pas sûr d'en avoir vu passer. Moi, j'ai une question, du coup, si en attendant que d'autres allument leur caméra et se lancent. J'aimerais savoir, parce que là, j'ai compris que dans la phase 2, il y a un peu des artistes qui ont participé. Et est-ce que dans le déploiement actuel, vous êtes aussi beaucoup en lien avec des artistes ou plutôt des programmateurs? Je ne sais pas qui peut répondre. Ah, je t'entends pas, Herman. Je peux apporter une première réponse. Est-ce que là, ça va, tu m'entends? Ouais. Oui. Mais sauf, en fait, c'est ça cette saute question ton de son, la Herman. place des artistes sur la plateforme. Ah, ok. Mais là, ça marche. Là, ça marche. Bon, je suis. Ouais, bon. C'est la question de la place des artistes sur la plateforme. On y est. Enfin, c'est quelque chose autour de quoi on tourne depuis le début, hein. On n'exclut pas que pour la suite, enfin, s'il y a une version 2, on trouve une place. Mais c'est une question qui est loin d'être simple parce que, enfin, c'est ce qu'a expliqué Céline et ce que vient aussi de souligner Marie-Pia. En fait, on s'est posé une question, c'est comment on peut faire mieux coopérer les programmateuristes entre elles. Et ça, c'est une question qui est déjà complexe. Donner accès aux artistes sur une plateforme où on propose aux programmateuristes d'échanger sur des idées qui sont à ce stade que des idées, qui ne sont pas encore forcément des intentions fermes, c'est assez complexe. Et ce qu'on voulait éviter, en tout cas, c'était de recréer un espace de marché, c'est-à-dire un espace où des artistes sollicitent des programmateurs, sachant que ce qu'a souligné Céline aussi, c'est que les programmateuristes globalement croulent sous les propositions et que voilà. Mais évidemment, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui ne répond pas à d'autres enjeux du secteur qui sont comment on horizontalise les rapports entre diffuseurs et artistes. Mais on a aussi des artistes qui nous ont dit c'est super que les programmateuristes soient enfin responsabilisés sur la question du montage des tournées parce que nous on se débat comme on peut, mais on a affaire que à des gens qui voient leurs contraintes spécifiques dans leur contexte local sans vision plus large. Voilà, c'est ma réponse, mais c'est un sujet. Du coup, si je comprends bien, il y a techniquement, il n'y a pas du tout d'artistes qui y vont. C'est vraiment là, dans la partie description, fiche technique, tout ça que je croyais voir, c'est des échanges entre les programmateurs qui partagent les informations qu'ils ont eues, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Mais je comprends, et elle est super ta réponse, parce qu'effectivement, c'est une vraie problématique en fait, de surcharger l'outil, que d'un seul coup, si ça devient un marché, ça veut dire que ça change d'objectif, quoi, en fait. On est plus... Ouais. Trop bien. C'est excellent. Est-ce que certaines personnes souhaitent allumer leur caméra et poser d'autres questions, ou est-ce que ou des réactions juste sur cette présentation? Bonsoir, Gaëtan. Salut Gaëtan. Bonsoir. Moi, je connais pas très bien le milieu de la programmation des arts vivants, mais du coup, c'est des réseaux de salles de quel type? Parce que j'avais imaginé qu'il y avait des réseaux de salles qui travaillaient déjà entre elles, par région ou par territoire, ou voilà, c'est quoi la typologie des salles concernées? En fait, ça peut être tout type de lieux, même des lieux qui font de la programmation de manière qui n'est pas leur activité principale. Là, par exemple, il y a un petit réseau de bibliothèques du sud de la France
qui s'est inscrit pour partager les projets jeunes publics. Ça pourrait être du privé, ça peut être du public. C'est vraiment, et puis ça peut aller du grand lieu labellisé à tout les lieux atypiques, type tiers-lieux ou des EHPAD qui programment. Un des enjeux pour nous là à Londa, un des constats qu'on fait, c'est que récemment, beaucoup de réseaux se sont montés, mais ce sont souvent des réseaux un peu identitaires, de gens qui se ressemblent en fait. Moyennes salles qui se mettent entre elles, grandes salles, etc. Et là, c'est comment on fait circuler les projets dans des interréseaux. Et c'est pas si évident que ça, en fait. Parce qu'il y a des salles qui sont subventionnées, il y a enfin voilà, j'imagine que qui se font pas forcément concurrence, du coup, même sur un même. Et les régions ne se sont pas organisées pour ça non plus, quoi. Il n'y a pas ça circule pas. Ça circule, mais ça circule souvent entre groupes de gens. Et là, le projet, c'est aussi, si on n'est pas dans ce groupe, on n'en fait pas partie, quelle visibilité on aurait hors des connaissances interpersonnelles pour se raccorder à une tournée, en fait. Dire, ah bah tiens, là, ils sont 8, moi, ça me dit bien, je ferais bien le 9e, même si c'est pas mes copains et même si j'ai pas participé à des réunions avec eux. C'est un peu tout le projet. D'accord. Donc les réseaux pas concernés au départ, ça serait bien de leur comment dire de leur passer, de leur faire connaître cet outil, quoi. Tout à fait. C'est un des enjeux des quelques mois à venir là. Et je t'en prie, Jean, si tu veux prendre la parole. Oui, merci pour cette initiative et cette présentation tout à fait passionnante. Est-ce que il a été pensé l'installation ou la mise en place de médiateurs je ne sais pas si ce mot convient tout à fait, mais voilà, quelqu'un qui fasse le lien ou je veux dire, le partage entre tout ça, entre tous ces membres. Ben, on présage presque de l'avenir, mais à vrai dire, hier, on avait une discussion en présence avec Herman à Londa sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, on a reçu un petit bout de première conclusion de Céline Schall suite aux entretiens d'évaluation. Et c'est ce qui apparaît. En fait, le pari initial qui était de dire on laisse les gens s'organiser entre eux et une fois qu'on a validé leur entrée sur la plateforme, pas d'interventionnisme, on laisse les choses vivre toutes seules, on s'aperçoit que ça suffit pas. Donc, et qu'il faut animer au sens propre du terme, animer, mettre une âme à tout ça. Donc là, c'est l'étape qui vient dès que Céline a rendu ses conclusions, c'est qu'il faut qu'on se dise qu'on imagine les bons modes d'animation. Et on peut imaginer qu'il y aurait un financement public pour cette affaire ou pas? Pour l'animation ou pour le... Déjà, nous, Londa, par exemple, on est une structure publique financée par le ministère de la Culture, donc c'est du financement public qu'on met dessus. Et là, on a déposé un projet Alternative Verte. On aura la réponse au mois d'avril pour améliorer la plateforme, augmenter ses utilisateurs, réfléchir à des nouveaux usages, etc. J'espère qu'on va avoir ce projet-là, mais c'est plutôt bien parti, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit. Bon, tant que le jury n'a pas eu lieu, on ne peut pas présager des choses, mais... Merci beaucoup. Merci à vous de votre écoute. Il y a eu une question dans le chat d'Arnaud. Comment avez-vous trouvé les testeurs, justement, car c'est très intéressant que vous ayez plusieurs sons de cloche et non juste des personnes voyant positivement le projet. Alors, j'ai vu que tu avais répondu dans le chat, mais si tu veux bien... Comme je répondais, en fait, on s'est réunis toute l'équipe du projet, on était au moins 5 ou 6, et on a tous mis les programmateuristes qui nous paraîtraient intéressants à contacter, sachant qu'ils pourraient être très pour, ou sachant aussi qu'ils pourraient être très contre. On a essayé de balancer les deux. Parfois, d'ailleurs, on s'est trompé dans nos prévisions.
Mais l'idée, c'est comme c'est une étude qualitative, l'idée, c'est pas de faire du représentatif, mais c'est d'essayer d'avoir une diversité de personnes. Et on a eu vraiment une diversité de personnes avec des gens qui nous ont expliqué pourquoi ils utiliseraient jamais Coprog. Et c'était très intéressant à écouter également. Il y a une question sur Églantine a posé une autre question. Ouais, voilà. Je peux juste dire que enfin, le projet a pu se faire parce que Marie-Pia et Londa ont décidé de s'engager dessus avec le soutien du ministère de la Culture derrière. Et après, il y a 50% du budget qui a été qu'on est allé chercher auprès d'institutions au Luxembourg, la ville de Esch-sur-Alzette, il y a une fondation également, l'œuvre nationale l'œuvre nationale de secours Grande Duchesse Charlotte, et puis aussi le Goethe-Institut en Allemagne, Pro Helvetia en Suisse, et l'association des scènes nationales en France. Donc c'était une multitude de partenaires comme ça qu'on a réunis autour du projet. J'ai une question. Ouais, pardon, vas-y Claude. Si je comprends bien, un des soucis des programmateurs, c'est le territoire et une compétition. Ben, ça dépend des programmateurs. Bien sûr, il n'y a peut-être pas de compétition entre les bibliothèques, mais encore que. Mais est-ce que est-ce que ça ne passe pas aussi par la mise en place à un niveau plus supra d'enlever justement cette nécessité pour les programmateurs d'être en compétition les uns avec les autres, notamment en termes de public. Ils ont des objectifs, enfin, ils ont des objectifs, on leur demande des résultats. Est-ce qu'il ne faut pas agir sur les résultats qui sont demandés par les collectivités, par l'État, etc., justement pour pouvoir développer une programmation coopérative comme ça? Je crois que c'est un peu ce que Céline disait, c'est-à-dire que c'est un outil qui peut accompagner la transition, mais il ne va pas faire la transition tout seul. Et effectivement, parmi les choses qu'il faut réfléchir, il y a des cadres des politiques publiques qui sont contraignants et qui amènent aussi la manière dont les choses fonctionnent aujourd'hui. C'est sûr que tant que le taux de remplissage d'une salle restera un critère prépondérant dans l'évaluation de la réussite d'un projet artistique et culturel, tant que au moins le sentiment ou la peur de perdre du public restera probablement assez importante. Après, c'est tout un tas de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse définitive en fait, parce que la peur de la concurrence, la peur de perdre du public, est-ce qu'elle est toujours très rationnelle et est-ce qu'elle correspond à une réalité? C'est-à-dire, est-ce que réellement, si deux théâtres dans des villes voisines distantes de 30 km programment le même artiste à 2 jours d'écart, est-ce que réellement ils vont perdre du public venant de l'autre ville? En fait, il n'y a pas de réponse définitive, mais enfin moi, c'est mon point de vue, c'est évident qu'il va falloir aller au-delà d'une feuille de route mieux produire, mieux diffuser, proposée par la DGCA aujourd'hui pour, en termes de politique publique, pour desserrer un étau. C'est un peu, enfin moi je comprends ce que disait Marie-Pia comme ça, c'est qu'aujourd'hui les programmateurs, les responsables de lieux culturels sont face à un ensemble d'injonctions qui sont quand même très compliquées à faire coexister. Oui, il y a quelque chose qui doit évoluer dans les politiques publiques, évidemment. D'autant que les salles n'ont pas toutes les mêmes capacités et que ça peut jouer là-dessus aussi, quoi. Enfin, oui, je suis d'accord avec vous. Il y a une très belle réflexion de Laurent Baraton, question philo du soir, puisque Céline citait un point intéressant. On coopère plus facilement dans des contextes économiques plus difficiles. Est-ce que ça veut dire que ce serait plus évident de coopérer si la contrainte énergie-climat devient plus tendue?
les shifters, on est très concentrés sur ces questions-là. Alors, je ne sais pas si ça vous inspire aussi, mais... Je donnais la référence de cette idée, c'est Servigne et Chapelle, L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui est un super bouquin que je vous invite à aller regarder. Et c'est eux qui montrent que dans la nature, plus le contexte est difficile, plus on coopère. Dans le cas de la contrainte énergie-climat, je suis pas sûre que ça aille uniquement dans ce sens. Ça peut vraiment aller justement dans plus de concurrence, mais je me garderai bien de toute prévision sur l'avenir. Marie-Pia ? Oui, c'est compliqué, mais quand même, je pense que pour les gens qui sont un peu extérieurs au milieu culturel et à leur fonctionnement, c'est assez surprenant en fait le fonctionnement du milieu culturel. Un artiste qui s'appelle Thomas Ferrand, que j'apprécie bien, disait que c'était un contexte communiste ultralibéral. Ce qu'il voulait nommer comme ça sur communiste, c'est ultra subventionné, avec des principes de partage, de démocratisation, etc. Et ultra-libéral parce que, en fait, ultra concurrentiel entre les équipes artistiques et entre les lieux aussi. Alors, la seule chose, c'est que on est à un tel endroit de tension dans cette concurrence qu'on peut se dire que il n'y a pas d'autre réponse à l'ultra-concurrence que la coopération. Sinon, ça brûle, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui est au bout de l'expérience de l'attention, et c'est pas une image, hein, l'attention pour les équipes artistiques, c'est vraiment une jungle pour se faire leur place, quoi. Mais en fait, comme tout le monde est lié dans ce milieu-là, les lieux qui les accueillent, en général quand même avec un esprit de responsabilité, de solidarité par rapport aux équipes artistiques, vivent aussi ces tensions de manière assez aiguë. Donc il faut bien en sortir. Et moi, je vois pas quelle autre réponse il y a que ça, si ce n'est l'effondrement du système, quoi. Après, pour peut-être aussi répondre de manière, ce qu'on peut projeter, c'est intéressant de se rappeler que cette idée de coopérer pour organiser des tournées, elle est assez ancienne. Enfin, dans les années 70, déjà, ça s'organisait, et ça s'organisait surtout pour des raisons économiques. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a le GRAC Est, qui est un réseau que Marie-Pia connaît mieux que moi, mais c'était des programmateurs qui se sont mis ensemble pour dire on va organiser des tournées pour mutualiser les coûts de tournée. Et on peut pas exclure que la contrainte énergie-climat, elle finisse par avoir des effets très forts sur le coût des transports internationaux, et que oui, d'une certaine manière, cette contrainte, elle finisse par créer un contexte peut-être plus contraignant, et donc peut-être plus favorable à la coopération aussi. Ça, c'est pas impossible. Ouais, moi, Marie-Pia, je t'ai connue directrice du Théâtre National de Chambéry. Est-ce que y a beaucoup de scènes nationales qui sont dans le réseau, qui utilisent Coprog? Oui, déjà, ça a été cofinancé par l'Association des scènes nationales. Donc, ils ont été bien sensibilisés à ça. Et il y en a beaucoup qui se sont inscrits. Là, ce que disait Céline à demi-mot, parce qu'elle n'a pas fini son travail de conclusion, c'est que on est plutôt satisfait au niveau des inscriptions. Et globalement, les réseaux qu'on touche assez facilement ont bien répondu en termes d'inscription. Après, en termes d'utiliser l'outil, c'est pas si évident que ça. En fait, il y a une partie des gens qui utilisent l'outil un peu comme on l'avait, je pense, imaginé, c'est-à-dire regarder ce que font les autres, partager des projets qui sont déjà
avec deux, trois partenaires de tournée d'emblée et essayer d'augmenter ces tournées-là. Et puis se dire, tiens, j'irais bien m'adjoindre à une tournée, dire que j'ai un intérêt pour tel projet, etc. Et puis, il y a une partie des gens qui se sont inscrits sans partager de projet. Et il y a une partie des gens qui viennent juste déposer un projet qu'ils ont envie de partager avec d'autres. Mais là, enfin, c'est ce que je disais sur la notion de coopération et la notion de partage, ça peut pas être juste les autres font ce que je veux, en fait, ce que je veux. Et il faut bien que ça circule dans les deux sens. Donc c'est là-dessus qu'il faut réfléchir l'animation, en fait. C'est comment on fait un peu évoluer les mentalités pour que et à un moment, les programmateuristes doivent lâcher quelque chose sur leur prérogative de choix seul d'une chose, quoi. Enfin, c'est pas lâcher le choix, c'est faire évoluer les critères de choix. En fait, ça peut être un bon critère de choix de se dire je fais un projet en partage et même le public pourrait l'entendre, en fait. Mais pour l'instant, c'est pas ça qui est valorisé. C'est toujours l'unicité, la singularité, ou ce que nommait Céline tout à l'heure, la nouveauté aussi, la nouveauté absolue. Alors que, en tout cas, dans les instances de reconnaissance du métier, c'est quand on croise un collègue, quand on est directrice de théâtre, souvent, jusqu'à là, la question avait été, alors t'as quoi, toi, comme création cette année? Et l'idée de reprendre un spectacle qui a 4 ans, par exemple, bah, c'est un vieux clou, c'est pas intéressant. Sauf que s'il n'est pas passé dans la ville, pour le public, il est tout à fait nouveau. Donc, c'est des mauvais gestes, quoi, des gestes nocifs qu'il faudrait faire évoluer, mais c'est pas évident parce que tout le monde a été bercé à ça, en fait, hein, à promouvoir sa singularité. Ah ouais, carrément. Mais ça revient, oui, c'est le paradoxe que tu présentais très bien tout à l'heure. On arrive malheureusement à 21h16 déjà, donc plus de 15. Et Herman nous annonce dans le chat qu'il va devoir nous laisser, sinon il sera enfermé dans le conservatoire où il s'est connecté. Du coup, ce que je vous propose, c'est de... Si moi j'attends juste Christophe, tu veux bien? Parce que Jean Fontagneux a posé plusieurs fois la même réponse, la même question, donc ça serait bien qu'il ait une réponse quand même. Sur les tailles. Ouais, sur les tailles, Céline lui a répondu dans les chats, mais effectivement, si tu veux. Et il repose la question. Non, mais par exemple, là, je pense clairement, une bibliothèque, globalement, si elle a un budget de 20 000 € en programmation pour toute l'année de spectacle vivant, c'est déjà qu'elle est bien dotée en programmation. En même temps, il y a le théâtre de la ville, là, qui est inscrit sur les réseaux et qui a un budget de 12 millions d'euros. Donc, on est vraiment dans des grands écarts. Mais on pourrait imaginer à un moment qu'ils se rencontrent sur un projet de très jeune public pour petite jauge. Hein, pourquoi pas? Merci. C'est tout l'intérêt de cet outil, quoi. Ah ouais, trop bien. Et ça pose la question de savoir si merci. on peut trier ou pas les institutions qu'on voit. Mais si on permet de trier les institutions qu'on voit, ben on casse la possibilité de ces liens justement entre institutions différentes. Donc à chaque fois qu'on propose une autre fonctionnalité, en fait, on change vraiment toute la philosophie du projet. Voilà. Bah, c'est toute cette question de transparence là qu'évoquait Herman en introduction qui est au cœur de ce projet, quoi. La question des jauges peut être juste un indicateur, parce que quand on connaît les jauges, en gros, c'est un indicateur intéressant pour les budgets, pour le public, pour tout ça. Éventuellement. Bon, on va arrêter les discussions, sinon on est là près jusqu'à minuit. En fait, il y a très longtemps, Jean, en plus, c'est toi, Jean, qui me disait c'est bien si on arrive à faire court. Tu te souviens aussi? Pardon.
On avait eu cette discussion. Alors du coup, j'essaye de m'y tenir, mais ça nous est arrivé de discuter 2h30 en fait sur certains sujets parce qu'on était pris dans la discussion. Après, moi, je suis pas contre, hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais vu que après on essaye de proposer en replay, que n'importe qui puisse le revoir, ça fera moins peur aux gens. Une vidéo qui fait un tout petit peu plus d'1 heure plutôt que 2h30, quoi. En tout cas, un grand merci parce que c'était passionnant. Et puis, une bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci. Merci C'est bien de te voir, Marie-Pia. Ouais. Bravo, bravo, bravo.